Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui est propulsé au devant de la scène internationale, outre la pandémie évidemment, c'est l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, le 46e président américain. L'Amérique en tant que superpuissance est à la une, évidemment, et ce qui se passe aux États-Unis concerne le monde entier de par leur politique étrangère et de par leur gouvernance de certains dossiers concernant différentes régions du monde. Évidemment, l'arrivée de Joe Biden au pouvoir a suscité le soulagement des alliés des États-Unis et le scepticisme de leurs rivaux. Énormément de questions se posent. Mais ce qui est sûr, c'est une annonce importante et c'est la rupture avec Trump et énormément de décisions concernant Trump. Ce qu'il a fait à son premier jour d'arrivée au pouvoir et d'arriver à son cabinet à la Maison-Blanche, c'est qu'il a signé 17 décisions importantes allant contre les décisions de Trump, contrecarrant les décisions de Trump et à leur tête concernant la politique des affaires étrangères des États-Unis concernant l'interdiction de venir aux États-Unis de la part de certains pays islamiques, concernant leurs relations avec le Mexique, concernant le dossier, notamment concernant le dossier sanitaire et la manière dont il va aborder la question de la pandémie. Il a déclaré qu'un arrêt de 6 semaines aura lieu, une fermeture de 6 semaines aux États-Unis de manière à pouvoir endiguer la propagation énorme de la pandémie et un des dossiers faibles ayant contribué très rapidement à la défaite de Trump, c'est la manière dont il a traité la question de la pandémie. Évidemment, par conséquent, Joe Biden a renoué de nouveau avec l'Organisation mondiale de la santé. Il a déclaré que l'aide qui était consacrée à l'UNRWA va redémarrer. Les Américains les alliés de Joe Biden sont optimistes. Question conflit arabo-israélien, il y a beaucoup d'espérances qui sont avancées concernant l'arrivée de Biden et nous allons voir, reste à voir, outre les 17 décisions importantes qu'il a signées dès son arrivée, alors que les États-Unis, normalement, nous le savons, est un état d'institution, c'est-à-dire il s'agit là de stratégies prolongées et chaque président diffère dans sa manière de traiter et d'aborder les dossiers, mais qui est vraiment une rupture claire et nette, tranchante, avec des décisions carrément annulées de son prédécesseur. Ça, c'est une première. Et évidemment, les médias américains parlaient de stress concernant les probabilités de déclencher un conflit interne et de semer la discorde, parlant de Trump qui s'était plaint de fraude. Et énormément, évidemment, c'était vraiment des violences inédites. Accompagnant les élections présidentielles et ça c'était une première aux États-Unis. Donc avant d'aborder le dossier Trump et par la suite aborder aussi le jubilé d'or de la construction du barrage d'Assouan, Assouan qui est la capitale culturelle de la jeunesse, Assouan qui est une capitale d'art, une capitale de tourisme, la capitale du tourisme, Assouan et Luxor aussi qui renferme le tiers des monuments du monde. Il faut dire que nous avons célébré le 15 janvier le jubilé d'or du barrage d'Assouan qui est un symbole important, une tournure importante de l'histoire moderne contemporaine de l'Égypte et donc nous aurons le plaisir d'avoir avec nous notre invité, Dr Raouf Ghaffar, pour nous parler de ses souvenirs, notamment de toute une génération a suivi de très près la construction de ce barrage qui était vraiment un acte grandiose à l'époque et qui a sauvé énormément l'irrigation et l'agriculture en Égypte, donc, et avait aussi un impact politique important. Alors donc, avant de commencer, il faut dire
qu'à l'issue de son arrivée à l'aéroport international de Khartoum, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Gama, a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation de l'Égypte en tant qu'hôte éminent de la 38e session de la Foire internationale de Khartoum, où de nombreuses entreprises égyptiennes participent à l'exposition dans le but de contribuer au développement des relations commerciales conjointes entre l'Égypte et le Soudan. Gamer a indiqué que la visite comprend une série de discussions avec un certain nombre de ministres du gouvernement soudanais, ainsi la tenue d'une réunion du Conseil des affaires des pays aura lieu des deux pays. Elle a déclaré que la délégation égyptienne comprend un groupe d'hommes du secteur privé égyptien qui souhaitent investir sur le marché soudanais. Le ministre soudanais de l'Industrie et du Commerce, Madani Abbès, a déclaré que son pays tenait à profiter des grandes expériences égyptiennes dans le domaine de la modernisation de l'industrie soudanaise. Quand les médias parlent de l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, les médias parlent d'un soulagement des alliés et scepticisme des rivaux. L'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, après 4 ans de présidence controversée de Donald Trump, a suscité mercredi une vague d'optimisme et de soulagement chez les alliés traditionnels des États-Unis et le scepticisme de leurs rivaux. Qui est content, qui est inquiet, qui se pose des questions? C'est ce que nous allons savoir dans ce compte rendu. L'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden a suscité une vague d'optimisme et de soulagement chez les alliés traditionnels des États-Unis et le scepticisme de leurs rivaux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé Joe Biden à proposer une nouvelle contribution nationale ambitieuse pour les 10 ans à venir dans la lutte contre le réchauffement climatique, en se félicitant par ailleurs du réengagement américain à l'égard de l'Organisation mondiale de la santé. Les Palestiniens ont invité Joe Biden à œuvrer à la création d'une Palestine indépendante. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé le nouveau président américain à renforcer l'alliance entre Israël et les États-Unis afin d'affronter les défis communs comme la menace de l'Iran. Téhéran a salué le départ du tyran Donald Trump, jugeant que la balle est désormais dans le camp de Joe Biden en vue d'un éventuel retour de Washington dans l'accord sur le nucléaire iranien. Le leadership américain est vital sur les questions que nous concernent tous, du changement climatique au Covid, et je suis impatient de travailler avec le président Biden, a écrit sur Twitter le Premier ministre britannique Boris Johnson. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a salué un grand jour pour la démocratie dont l'importance dépasse les frontières américaines. Le Kremlin a jugé que l'amélioration des relations entre la Russie et les États-Unis dépendait de la volonté politique de Joe Biden. Dès le premier jour de son arrivée au pouvoir dans son cabinet, Joe Biden a signé 17 décisions exécutives importantes, y compris l'adhésion de nouveau au Club de Paris concernant le réchauffement climatique et l'environnement, concernant l'annulation de l'interdiction d'entrée aux États-Unis de la part des ressortissants de certains pays islamiques. Il a renoué avec l'Organisation mondiale de la santé et a promis le soutien nécessaire. Il a renoué avec l'UNRWA. Évidemment, il va garder Jérusalem, il va garder l'ambassade américaine en Palestine à Jérusalem, mais il a passé à d'autres décisions qu'il a annulées, des décisions ayant été prises par Donald Trump et à leur tête le dossier sanitaire, notamment en ce qui concerne la pandémie. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hessine Haridi. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, l'arrivée de Joe Biden au pouvoir a suscité
le soulagement de certains et le scepticisme chez d'autres. À votre avis, en ce qui concerne le Proche-Orient, à quoi doit-on s'attendre de cette arrivée? Les principes de la politique étrangère vis-à-vis le Moyen-Orient sont presque stables en ce qui concerne leurs alliés et leurs partenaires stratégiques tels Israël, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. D'un autre côté, je pense que pour l'administration de Biden, je crois que la priorité sera l'Iran. Et comment empêcher l'Iran de maîtriser les connaissances techniques de la fabrication de l'arme nucléaire. Et je crois qu'ils ont exprimé la volonté d'associer Israël ainsi que leurs alliés parmi les pays du Golfe dans n'importe quelle négociation pour joindre l'accord nucléaire sur l'Iran signé en juillet 2015. C'est-à-dire que la renégociation de cet accord serait en fonction d'une concertation et coordination avec de tels alliés. Je crois que mais le Moyen-Orient ne sera pas la priorité stratégique absolue de la politique étrangère américaine sous l'administration de M. Biden, au moins durant cette année 2021. Je crois que la priorité absolue serait comment faire face à la Chine, mais avec des moyens contraires aux moyens utilisés par l'administration précédente de l'ancien président Trump. Et puis la Russie et la Corée du Nord. Mais parlant du Moyen-Orient, moi je pense que la question iranienne, la question nucléaire de l'Iran serait la préoccupation majeure, la préoccupation principale de l'administration de Biden. En ce qui concerne la cause palestinienne, je pense qu'ils vont encourager les Palestiniens à négocier avec Israël. Et pour faire ça, je crois qu'ils ont exprimé leur volonté de reprendre l'aide financière à l'autorité palestinienne, ainsi que leur aide financière à l'Agence des Nations Unies sur les réfugiés. Monsieur l'ambassadeur, la première chose que Joe Biden a fait aujourd'hui, dès son arrivée au pouvoir dans son cabinet, c'est qu'il a signé 17 résolutions exécutives allant toutes contre des décisions ayant été prises par Trump, alors que les États-Unis, à la rigueur, sont un pays institutionnel où les résolutions sont basées sur des stratégies de long terme et chaque président diffère dans sa manière d'aborder les dossiers pour échanger quelques points de vue ou prendre quelques décisions, mais pas toujours aussi radicales. À votre avis, est-ce que c'est une première, on voit ça pour la première fois, un président qui annule 17 décisions ayant été ratifiées par son prédécesseur. Comment voyez-vous cela? Non, l'exception était faite, l'exception était faite par M. Trump, mais pas par M. Biden. M. Biden, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est d'assurer le retour des États-Unis sur la scène internationale. Ce qu'il a décrit comme le retour du leadership américain dans le système international. Les 17 ou les 15
ordres exécutifs qui ont été signés aujourd'hui, tous ces ordres symbolisent le retour au rôle traditionnel de l'Amérique sur la scène internationale, madame. À votre avis, très rapidement, à quoi doit-on s'attendre concernant le conflit arabo-israélien? Dans quelle manière est-ce que Biden réussirait vraiment à maintenir une balance, je ne vais pas dire équitable, mais raisonnable vis-à-vis de ce conflit? Le conflit entre les Arabes et les Israéliens, c'est un conflit complexe et c'est un conflit qui a échappé à toute tentative de résolution. Mais tout dépend, je crois que l'action de M. Biden, de son administration, serait en fonction de ce que les partis concernés, tels les Palestiniens, les Israéliens et les pays arabes, sont prêts à consentir pour faire avancer la cause de la paix et de la sécurité dans la région. Mais en tout cas, ce qui est encourageant, est que l'administration Biden est ouverte à la solution de deux États. Et ça, certainement, c'est une avancée par rapport aux positions prises par l'ancienne administration américaine de M. Trump, qui n'a jamais, durant les 4 dernières années, il n'a jamais parlé de la solution de deux États. Et voilà, mais tout dépend, madame, de l'action et des politiques qui seraient adoptées par les partis concernés au Moyen-Orient. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, merci pour votre intervention. Joe Biden marque la rupture avec Trump à son arrivée à la Maison-Blanche. Joe Biden, devenu mercredi le 46e président des États-Unis sur un appel à l'unité immédiatement, prit une série de résolutions marquant une nette rupture avec le mandat de Donald Trump qui aura déchiré l'Amérique et bousculé le monde. Des expressions utilisées pour la première fois quant à la politique américaine. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président démocrate américain Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche après avoir solennellement prêté serment sur les marches de ce même Capitole, pris d'assaut il y a 2 semaines par des militants trumpistes, chauffés à blanc par le refus du milliardaire républicain de reconnaître sa défaite. Dans le bureau ovale, Joe Biden a signé plusieurs décrets présidentiels pour faire face aux crises multiples et profondes que traverse l'Amérique et revenir sur les mesures phares de l'ère Trump en engageant notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et dès jeudi, le célèbre immunologue Anthony Fauci représentera les États-Unis à une réunion de l'OMS. Biden a aussi mis fin à l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour les ressortissants de pays en majorité musulmans, une des premières mesures très controversées de son prédécesseur républicain. Quelques heures plus tôt, juste avant midi, Joseph Robinette Biden a prêté serment promettant d'accomplir loyalement ses fonctions en défendant la Constitution des États-Unis. La journée restera dans les livres d'histoire, aussi en raison de l'accession pour la première fois d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale. L'ex-sénatrice noire et d'origine indienne, Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment juste avant Joe Biden, fait son précédent depuis 150 ans. Le président sortant a donc boudé la cérémonie d'investiture de son successeur, ayant quitté la Maison-Blanche sans même l'avoir rencontré. Cette journée était entourée de mesures de sécurité exceptionnelles dans une capitale fédérale méconnaissable, avec quelques 25 000 soldats de la garde nationale et des milliers de policiers déployés.
Le choix de Kamala Harris a suscité des commentaires, a suscité des questions et était peut-être symbolique. C'est la première fois qu'une vice-présidente, comme les médias la désignent de couleur, si on peut le dire, devienne vice-présidente et c'est historique. La journée d'investiture de Joe Biden restera dans les livres d'histoire aussi en raison de l'accession pour la première fois d'une femme à la vice-présidence de la première puissance mondiale, l'ex-sénatrice noire et d'origine indienne Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment juste avant Joe Biden. Y a-t-il un symbolisme? Y a-t-il le seuil d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque? Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu avant de retrouver notre invité et passer en revue le jubilé d'or de la construction du barrage d'Assouan. À Montréal, c'est jour de fête mercredi dans l'ancien lycée de Kamala Harris où des étudiants ont suivi en direct à la télévision l'entrée en fonction de la vice-présidente de Joe Biden, première femme à accéder à ce poste. À l'entrée d'Westmount High School, école secondaire publique anglophone, où Mme Harris a obtenu son bac en 1981, une immense pancarte dans le ton « Félicitations Kamala, promotion de 81 ». La nouvelle vice-présidente était arrivée à Montréal en 1976 avec sa sœur Maya et sa mère divorcée, une chercheuse spécialisée dans la lutte contre le cancer, ayant travaillé à l'hôpital général juif et enseigné à l'université McGill. D'anciens camarades de la classe de Mme Harris l'ont décrit dans les médias locaux comme une adolescente extravertie, née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne et qui s'identifiait comme afro-américaine. Dans ses mémoires, Mme Harris se souvient de son expérience montréalaise. J'avais 12 ans. Et l'idée de quitter la Californie ensoleillée en hiver au milieu de l'année scolaire pour une ville étrangère francophone couverte de 12 pieds de neige était affligeante. Ma mère a essayé de faire passer cela pour une aventure en nous amenant à acheter nos premiers manteaux et nos premières mitaines comme si nous allions être des explorateurs du grand hiver nordique, a-t-elle décrit. Mais c'était difficile pour moi de le voir ainsi, a-t-elle ajouté.